Maître des dragons, au secours du dragon du soleil. Texte de Tracy West, illustration de Graham Howells. Chapitre 1. Des dragons dans le ciel. Yoann met ses mains en visière pour se protéger du soleil. Il admire la magnifique vallée des nuages derrière le château du roi Roland. Il n'y a pas si longtemps, Yoann n'avait encore jamais mis les pieds au château. Mais maintenant, il y habite et il y fait même un travail important. Il est maître des dragons. La pierre du dragon l'a en effet choisi pour entraîner des dragons. Dans le ciel bleu au-dessus de lui, 3 dragons font des acrobaties dans les airs. Jérôme, le magicien qui partage son savoir avec les apprentis maîtres des dragons, surveille l'exercice. Vulcain, le grand dragon du feu rouge vif, traverse la vallée d'un trait en crachant des flammes. « Bien joué !» l'encourage Rory, sa maîtresse, une jeune fille dont les cheveux sont aussi rouges que les écailles de son dragon. Chou, la superbe dragonne de l'eau aux écailles d'un bleu scintillant, n'a pas d'aile, mais cela ne l'empêche pas d'utiliser le vent pour se déplacer dans les airs. Beau, son maître, l'observe d'un air bienveillant. Le dragon qui vole avec le plus d'aisance est Elia, dragonne du soleil aux écailles blancs et or. Elle dessine des vrilles en l'air, puis fait jaillir de sa gueule un superbe arc-en-ciel qui s'étire dans le ciel. Anna, sa maîtresse, l'encourage en dansant dans l'herbe et ses longs cheveux noirs ondulent au rythme de ses mouvements. Lombric, le dragon de Yoann, n'est pas un dragon comme les autres. C'est un dragon de la terre au long corps brun. Il ne peut pas voler. Mais Yoann vient de découvrir qu'il est capable de déplacer les objets par la force de son esprit. Quelles autres choses fantastiques Lombric peut-il faire? Se demande Yoann. Il sait qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre sur son dragon. Cela fait du bien de prendre l'air, n'est-ce pas, Lombric? Demande Yoann. À ces mots, la pierre couleur émeraude qui pend à son cou se met à scintiller. Yoann sourit. Les maîtres des dragons portent à leur cou un fragment de la pierre du dragon. Cela les aide à communiquer avec leur dragon et à l'entraîner. Lorsque sa pierre brille, Yoann sait que le lien entre Lombric et lui est vraiment fort. Parfois, il lui arrive même d'entendre la voix de Lombric dans sa tête. Les pierres des autres maîtres des dragons n'ont encore jamais scintillé. Yoann examine le ciel. Elia est toujours en train de voltiger, son corps éclatant de lumière au soleil. « Ah, je viens de comprendre !» dit-il aux autres maîtres des dragons. « Elia maîtrise le pouvoir de la lumière parce que c'est un dragon du soleil, n'est-ce pas? »« Évidemment !» répond Rory d'un air hautain. « Comme tous les dragons du feu maîtrisent le pouvoir du feu et les dragons de l'eau maîtrisent le pouvoir de l'eau. » Rory peut être gentille quand elle en a envie, pense Yoann, mais elle est aussi capable d'être parfaitement désagréable. « Je ne savais pas, répondit-il en rougissant. Je suis maître des dragons depuis moins longtemps que toi, n'oublie pas. Rory, Beau et Anna avaient déjà commencé leur formation depuis plusieurs semaines lorsque Yoann est arrivé au château. Il a l'impression d'avoir encore beaucoup à rattraper. Au-dessus d'eux, Vulcain fait le fanfaron. Il plonge en piqué, puis crache un autre puissant jet de flammes qui heurte le sol tout près de Jérôme et embrase l'herbe à ses côtés. Le magicien sursaute. « Fais attention, Vulcain !» s'écrie Jérôme. Il pointe alors un doigt vers les flammes. De l'eau jaillit de son index pour éteindre le feu. Yoann écarquille les yeux. « Je ne me lasserai jamais de voir toute cette magie, » dit-il à Beau, debout à ses côtés. Beau lui sourit. Yoann jette un regard vers Lombric. Les yeux de son dragon brillent intensément. « Comme c'est bizarre, » se dit Yoann. Normalement, ses yeux brillent ainsi lorsqu'il se prépare à utiliser un de ses pouvoirs. Pourquoi utiliserait-il ses pouvoirs maintenant? Lombric lève les yeux au ciel. Yoann suit le regard de son dragon. Lombric observe fixement Elia qui est toujours dans le ciel. Ses grandes ailes blanches sont immobiles. Lombric a sans doute senti que quelque chose n'allait pas. « Regardez, Elia est en train de tomber !» s'exclame Yoann.
Chapitre 2. Un dragon malade. Anna lève aussitôt les yeux et se met à crier. Les autres maîtres des dragons regardent en l'air à leur tour. Jérôme pointe l'index vers Elia. « Je vais tenter de ralentir sa chute !» crie Jérôme, le magicien. Un éclair jaillit de son doigt, mais au même instant, une nuée rouge traverse le ciel à toute allure. C'est Vulcain! Johan ne l'avait jamais vu voler aussi vite. Il fonce vers Elia et la saisit avec ses pattes. « Bravo, Vulcain! » dit Rory pour l'encourager. Vulcain fait plusieurs fois le tour de la vallée pour ralentir, puis il dépose délicatement Elia dans l'herbe. Ils se précipitent tous vers Elia. Elle a les yeux fermés. Sa respiration est bruyante et difficile. « Oh, Elia, est-ce que ça va? » dit Anna d'une voix tremblante en lui caressant la tête. Jérôme se penche vers Elia et l'examine d'un air soucieux. « J'ai bien l'impression que quelque chose ne va pas, » dit-il. « Elle n'est pas comme d'habitude depuis que le tunnel s'est effondré la semaine dernière, » explique Anna au magicien. « Un rien l'épuise. J'ai aussi remarqué que ses yeux étaient parfois vitreux. Oh, j'aurais dû vous en parler. » « Ce n'est pas ta faute, Anna, » dit Jérôme en lui tapotant l'épaule. « Mais es-tu sûre qu'Elia a commencé à se sentir mal après l'incident dans le tunnel? »« Oui, » répond Anna d'un air pensif. « Avant, tout allait bien? » Johan, Beau et Rory échangent un regard. La semaine dernière, ils ont tenté de sortir en cachette avec leur dragon au milieu de la nuit. Ils passent la plupart de leur temps dans une salle d'exercice souterraine car le roi Roland ne veut pas que l'on sache qu'il possède des dragons. Les maîtres des dragons voulaient simplement aller faire voler leurs dragons dehors. Mais pendant qu'ils se trouvaient dans le tunnel menant à la vallée, une immense lueur rouge est apparue. Vulcain a eu très peur de cette grosse boule de lumière, alors il a tenté de se sauver. Il a frappé les murs si violemment que le tunnel s'est effondré et ils se sont retrouvés prisonniers sous les décombres. Lombric a alors utilisé les pouvoirs de sa pensée pour les sortir de là. Il a réussi à briser les grosses pierres qui leur bloquaient le chemin par la simple force de sa pensée. Il les a tous sauvés. Et maintenant, on dirait qu'Elia est malade. « Quel est le rapport avec ce qui s'est passé dans le tunnel, Jérôme? » demande Beau. « Cette lueur rouge m'inquiète, » répond Jérôme. « J'ai bien peur que ce soit l'œuvre de la magie noire, ce qui peut rendre les dragons du soleil malades. » Il y aurait donc un lien entre la maladie d'Elia et cette boule rouge bizarre? Demande Anna. Et les autres dragons n'ont pas été affectés parce que ce ne sont pas des dragons du soleil? C'est bien possible, répond Jérôme. Connaissez-vous un magicien maléfique? Demande Johan en tremblant. On parlera de cela une autre fois, répond Jérôme en faisant un geste de la main. Regardez, Elia se lève. En effet, Elia a ouvert les yeux et se tient debout. Elle semble capable de marcher jusqu'à sa caverne, dit Jérôme. Venez. Il entraîne alors les maîtres et leurs dragons à l'intérieur d'un tunnel. Ce tunnel mène au souterrain dans lequel les dragons s'entraînent. C'est là que se trouvent les cavernes des dragons. À leur arrivée, un homme grand aux cheveux roux les attend de pied ferme. Un énorme dragon en or orne sa chemise et il porte une couronne sur la tête. Jérôme s'arrête net. « Roi Roland !» s'exclame-t-il. « Que nous vaut l'honneur de votre visite? »« Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dragon malade? » demande-t-il d'un ton furieux. Chapitre 3. La menace du roi Roland. Johan jette un regard inquiet à Beau. Il voit bien que son ami se pose la même question que lui. Comment le roi peut-il savoir qu'un dragon est malade? « J'ai des espions cachés dans la vallée des nuages, » ajoute le roi, comme s'il avait lu dans leurs pensées. « Vous les avez presque laissés s'échapper il n'y a pas si longtemps, Jérôme. Je veux m'assurer que mes dragons seront prêts lorsque j'aurai besoin d'eux. »« Je comprends, » répond Jérôme. Johan se rappelle alors que, lorsque le tunnel s'est effondré, Jérôme n'a pas dit au roi que tout était de la faute des maîtres des dragons. Il a dit que les dragons ont tenté de s'échapper. Jérôme a menti pour protéger les maîtres des dragons. Jérôme a voulu nous protéger en mentant au roi, se dit Johan. Mais maintenant, le roi est fâché contre lui et non contre nous. Je vais donc vous poser la question à nouveau, cher Jérôme. Y a-t-il, oui ou non, un dragon malade? Oui, votre majesté, dit Jérôme. Elia ne va pas très bien.
Tous les regards se tournent vers Elia. Ses yeux sont vitreux et son cou généralement si gracieux penche tristement. D'abord, des dragons tentent de s'échapper et maintenant, il y en a un qui est malade? Reprend le roi Roland. Je n'aime pas du tout cela, Jérôme. Vous êtes censé tout savoir sur les dragons. Soignez-la. Je vais tout de suite chercher un remède, promet Jérôme. Et j'espère que vous le trouverez vite, lance le roi Roland en le regardant durement. Sinon, je trouverai un autre magicien. Le roi Roland tourne les talons et s'en va brusquement, suivi par ses gardes. Johan sent son estomac se nouer. Un autre magicien? Mais qu'est-ce que nous deviendrons sans Jérôme? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demande Anna à Jérôme en caressant la tête de sa dragonne. J'ai beaucoup de livres sur les dragons, répond le magicien. C'est par là que nous allons commencer. Nous? Vous voulez dire que nous pouvons vous aider? Demande Johan. Bien sûr, répond le magicien. Allez d'abord reconduire vos dragons dans leur caverne, puis rejoignez-moi dans la salle d'exercice. Il faut agir vite si nous voulons sauver Elia. Chapitre 4. La potion du magicien. Les maîtres des dragons installent les dragons dans leur caverne et retournent rapidement dans la salle d'exercice. La partie de la salle qui leur sert de classe ressemble un peu à une caverne elle aussi. La plupart du temps, les jeunes maîtres des dragons préfèrent s'entraîner dehors dans la vallée des nuages. Johan adore cet endroit qui lui rappelle les grands champs où il cultivait des oignons avec sa famille. Mais aujourd'hui, personne ne se plaint de devoir rester à l'intérieur. Tout le monde veut aider Elia. Lorsqu'ils entrent dans la salle de classe, une énorme pile de livres les attend. « Prenez chacun un livre, » leur dit Jérôme en montrant la pile. Cette boule de lumière a été créée par un magicien maléfique. Il faut donc trouver le remède qui peut guérir un dragon du soleil touché par de la magie noire. Au boulot! Il se met aussitôt à étudier un gros livre intitulé « Tout savoir sur les dragons du soleil ». Johan prend le livre « Dragon 101 » et s'installe à son pupitre. Le silence règne dans la classe. On n'entend que le bruit des pages que l'on tourne. Johan lit avec fébrilité, mais ne trouve rien. Les autres non plus. Soudain, Rory brandit l'intégrale des dragons. « J'ai trouvé! » s'écrie-t-elle. « Écoutez bien! Un dragon du soleil naît toujours avec un dragon jumeau, un dragon de la lune. Ces jumeaux peuvent généralement se guérir mutuellement. » Est-ce que c'est vrai? Elia a-t-elle un jumeau qui est un dragon de la lune? Je l'ignore, dit Jérôme en fronçant les sourcils. Mais si elle en a un, il est sûrement très loin d'ici. Nous ne pourrons jamais le retrouver assez vite. Eh bien, moi, dans mon livre, j'ai trouvé un remède appelé antidote de magie noire, dit Anna. Il est écrit qu'il guérit toute créature victime de magie noire. Elle montre la page à Jérôme, dont la mine se réjouit soudainement. Oui, cela pourrait bien marcher, s'exclame-t-il. Le remède n'est pas conçu spécialement pour les dragons du soleil, mais je pense que cela vaut la peine d'essayer. Johan est beau, allez chercher ce qu'il faut dans mon atelier. Rapportez-moi un bocal de rayons de lune et un sac de graines de tournesol. Dépêchez-vous. Les garçons se rendent au pas de course à l'atelier de Jérôme. Il y a là plein d'étagères où s'alignent de multiples flacons et bocaux. Tous ces contenants sont remplis de plantes étranges et de potions colorées. Johan explore un côté de l'atelier, tandis que Beau cherche de l'autre côté. Johan prend un bocal contenant un liquide mauve. « Rosée de lys », lit-il à voix haute. Il cherche parmi les bocaux et finit par apercevoir quelque chose qui brille sur la tablette du haut. Il se hisse sur la pointe des pieds et le prend. C'est un bocal qui émet une jolie lueur bleue. « Rayons de lune !» s'exclame Johan en lisant l'étiquette. « Je les ai trouvés! »« Et moi, j'ai le sac de graines de tournesol, » dit Beau. « On y va! » Lorsqu'ils reviennent dans la classe, Rory est en train de remuer un liquide dans une grosse marmite noire. Anna lui lit des instructions à voix haute. Jérôme frappe dans ses mains en voyant les deux garçons arriver. « Vous avez fait vite! Maintenant, préparons notre remède, dit-il. Johan, verse le contenu de ton bocal dans la marmite. Et Beau, ajoute 3 graines noires, s'il te plaît. Johan ouvre soigneusement le couvercle du bocal. Les rayons de lune s'écoulent du bocal. On dirait une eau de lumière.
Beau jette ensuite 3 graines noires dans la préparation. « Continue de remuer, Rory, » dit Jérôme. Rory remue la potion. Le liquide devient bleu et se met à briller. Une douce lumière émane de la marmite. Jérôme verse une louche du liquide dans un bocal propre. « Est-ce que cette potion va guérir Elia? » demande Beau. « Il n'y a qu'une façon de le savoir, » répond Jérôme. Ils se rendent dans la caverne d'Elia. La dragonne a les yeux fermés et ses écailles, autrefois d'un jaune éclatant, sont devenues ternes. Jérôme tend le bocal à Anna. « Tu es sa maîtresse. Elle t'obéira. Tu dois la convaincre de boire cette potion, » lui explique-t-il. Anna acquiesce d'un signe de tête. Elle s'approche de la dragonne et lui dit d'une voix douce. « J'ai quelque chose pour toi. » Elia ouvre les yeux et sourit en voyant Anna. « Nous avons préparé ce remède pour toi. Tu verras, tu te sentiras mieux, » dit Anna en tenant le bocal à bout de bras. Elia ouvre la bouche. Anna lui fait lentement boire la potion. « Il faut que ça marche, » murmure-t-elle. Les maîtres des dragons se rassemblent autour d'Elia. Chapitre 5. L'histoire d'Anna. « Est-ce que ça va mieux? » demande Anna. La dragonne se contente de refermer les yeux. « La potion va-t-elle avoir un effet immédiat? » demande Beau à Jérôme. « Je ne sais pas, » répond ce dernier. « Il faut attendre. Vous devriez aller manger. Moi, je resterai auprès d'elle. »« Je ne pars pas d'ici, » réplique Anna d'un ton décidé. Jérôme pose doucement la main sur son épaule. « Anna, il faut prendre soin de toi. Tu dois rester en forme pour être capable de t'occuper de ta dragonne. J'enverrai quelqu'un vous chercher s'il arrive quoi que ce soit. » Les maîtres des dragons quittent la caverne, laissant derrière eux un magicien inquiet et une dragonne malade. Une fois dans la salle à manger, ils ne font que picorer dans leur assiette. Anna ne prend que quelques bouchées. Johan se sert un peu de poulet et de carottes, mais c'est à peine la moitié de ce qu'il mange d'habitude. Beau regarde son assiette. Même Rory est très tranquille, ce qui est plutôt inhabituel. C'est alors qu'une porte au fond de la salle à manger s'ouvre brusquement. Un des soldats du roi entre et s'approche. « Vous nous apportez des nouvelles d'Elia? » demande Anna. Le soldat avance jusqu'à Johan, sans dire un mot, et lui remet un papier enroulé. « Cher Johan, tout va bien ici à la ferme. Les oignons sont très beaux. Tu es sûrement très occupé à aider notre roi. Cela ne m'empêche pas de m'ennuyer de toi. Travaille bien. Bisous. Maman. » « Une lettre de ma maman! » s'exclame Johan après avoir déroulé le papier. Johan sent les larmes lui monter aux yeux. Il sait bien que son travail auprès du roi est important, mais sa mère lui manque. « J'aimerais tellement parler de nos dragons à ma famille, » dit Johan. « Ça doit rester secret, » l'avertit Rory. « Et moi, j'aimerais que mon père m'écrive plus souvent, » dit Anna. « J'aimerais qu'il me raconte ses aventures. »« Quelle sorte d'aventure? » demande Beau. « Il vend de très belles étoffes partout dans le monde, » explique-t-elle. « Il voyage dans des pays très lointains. Nous habitions près des pyramides et nous y allions souvent. »« Qu'est-ce que c'est une pyramide? » demande Rory. « C'est là où le corps d'un roi repose lorsqu'il est mort. C'est un bâtiment qui a une drôle de forme, un peu comme ceci, » précise Anna en formant un triangle avec ses mains. « Il n'y a rien de plus haut et de plus grand. »« Les aventures de ton père ont l'air passionnantes, » dit Johan. « Oh oui, » répond Anna en soupirant. « Mais ce qu'il fait est dangereux. Beaucoup de voleurs parcourent les routes à la recherche de marchandises, comme les belles étoffes de mon père. Ils vont même parfois voler l'or et les trésors cachés dans les pyramides. C'est pour cela que mon père ne s'est pas opposé lorsque les hommes du roi Roland sont venus me chercher et savait que je serais plus en sécurité ici. » Anna semble un peu triste. Beau reste silencieux. « J'ai l'impression que tout le monde s'ennuie autant que moi de sa maison, » se dit Johan. Après le souper, Johan et Beau montent dans la chambre qu'ils partagent. Johan s'installe dans son lit et s'endort aussitôt. Il rêve de rivières et de tombeaux géants en forme de triangle. Puis, dans son rêve, le ciel du désert devient vert, d'un vert de plus en plus intense. Il se réveille en sursaut. La pierre du dragon accrochée à son cou brille intensément. « Lombric a besoin de moi! » Puis, il entend la voix de son dragon dans sa tête. « Viens tout de suite! » Chapitre 6. L'appel de Lombric.
Johan saute hors de son lit. Elle s'empresse de réveiller Beau. « Lombric a besoin de nous! » crie Johan. Beau n'a pas besoin d'en entendre davantage. Les garçons dévalent l'escalier et courent jusqu'à la porte donnant sur la salle d'exercice. Johan tente de l'ouvrir. « C'est verrouillé! » s'écrie Johan. « J'ai la clé, » dit une voix dans son dos. Johan et Beau se retournent. Rory et Anna sont juste derrière eux. Rory brandit une grosse clé. « Où as-tu trouvé cela? » demande Johan. « Je l'ai chippé à l'un des gardes quelques jours après mon arrivée, » dit Rory. « C'est un passe-partout. Elle peut ouvrir toutes les portes du château. » « Nous nous sommes dépêchés de vous suivre dès que nous vous avons entendu courir dans le corridor, » explique Anna. « On se doutait bien qu'il se passait quelque chose. »« Je suis content de vous voir, mais ouvre vite cette porte, » répond Johan. Rory déverrouille la porte. Lorsqu'ils arrivent devant la caverne d'Elia, Lombric les y attend. « Mais comment a-t-il pu sortir de sa caverne? » se demande Johan. « Que se passe-t-il, Lombric? » s'écrie Johan. Le dragon fait un signe de tête en direction d'Elia. Les maîtres des dragons entrent dans la caverne dont la porte est grande ouverte. Dans un coin, allongé contre une pile de bouquins, Jérôme dort profondément. Elia dort également, mais elle semble encore plus malade qu'avant. Ses écailles ne brillent plus du tout. Amaigrie et pâle, elle respire avec difficulté. Les maîtres des dragons sont sous le choc. « On dirait que son état a empiré! » s'exclame Rory. « C'est comme si la potion avait aggravé la situation. »« Peut-être que la potion n'a pas agi, » dit Beau. « Il faut faire quelque chose !» s'écrie Anna, des trémolos dans la voix. Johan se retourne vers Lombric. « N'y a-t-il donc rien à faire? » chuchote-t-il à son dragon. Lombric se met alors à briller. Puis, sans vraiment comprendre pourquoi, Johan sait exactement quoi faire. Il pose une main sur le museau de Lombric et tient délicatement la queue d'Elia de l'autre main. « Posez tous une main sur Lombric, vite! » crie-t-il. Surpris, ses amis obéissent et posent chacun une main sur Lombric. « Que faites-vous? » demande Jérôme en se réveillant soudainement. Avant que Johan puisse dire un mot, une lueur vert émeraude envahit la caverne, aveuglant tous ceux qui s'y trouvent. Chapitre 7. Un pays lointain. Johan a l'impression que le sol s'écroule sous ses pieds. Il a l'estomac à l'envers. Il sent cependant que sa main est toujours posée sur Lombric. Petit à petit, la lueur verte disparaît. Johan cligne des yeux. Il a les 2 pieds dans le sable et un vent frais lui caresse le visage. Lombric, Elia et les maîtres des dragons se tiennent dans un sentier bordé d'un mur en pierre blanche. De l'autre côté se dresse un immense bâtiment qui a une forme très bizarre. Jérôme n'est pas avec eux. « Pourquoi nous as-tu amenés ici, Lombric? » pense Johan. Johan lève la tête pour examiner le bâtiment devant eux. Les 4 parois ont une forme triangulaire et se rejoignent au sommet pour former un dôme pointu couronné d'or. « Une pyramide! » s'exclame Anna en écarquillant les yeux. « Johan, qu'est-ce que tu as fait? » dit Rory, l'air inquiet. « Où sommes-nous? »« Je crois que nous sommes dans mon pays natal, » balbutie Anna en la regardant. « Comment donc? » commence Johan. Puis il s'interrompt en fixant les yeux de son dragon qui brille toujours intensément. « Je pense que Lombric a utilisé le pouvoir de sa pensée pour nous transporter jusqu'ici, » dit Johan. « Ce n'est pas possible, » dit Rory. « Les dragons ne peuvent pas traverser la moitié de la planète par la simple force de leur pensée. » « Regarde donc autour de toi, Rory, » dit Beau. « C'est sûrement possible, puisque nous ne sommes plus au royaume des fougères. » « Pourquoi Lombric n'a-t-il pas amené Vulcain et Chou avec nous? » demande Rory. Johan se rappelle des derniers instants dans la caverne d'Elia. « Nous avions tous la main sur Lombric, et moi, je touchais aussi Elia. Les autres dragons, eux, étaient dans leur caverne. Et nous voici maintenant dans mon pays natal, celui où Elia et moi avons vu le jour, » dit Anna. « Un instant! Vous souvenez-vous de ce que j'ai lu dans l'un des livres de Jérôme? Cette histoire de dragons du soleil et de leurs jumeaux? » s'exclame Rory.
Elle disait que chaque dragon du soleil a quelque part un jumeau, un dragon de la lune, qui peut le guérir. Cela veut peut-être dire que le jumeau d'Elia se trouve ici, dit Beau. Pensez-vous que c'est pour ça que l'ombrique nous a amenés ici? Demande Johan. Soudain, ils entendent des voix fortes de l'autre côté du mur. Seule Anna comprend cette langue. Oh non, des voleurs, s'inquiète Anna. Ce sont des gens qui viennent piller les pyramides. C'est sûrement pour cela qu'ils sont ici. Il ne faut pas qu'ils nous voient, et encore moins nos dragons. Mais où veux-tu qu'on se cache? Demande Beau, alarmé. Au même instant, un jeune garçon sort de l'ombre. Il a la peau dorée et les cheveux noirs, comme Anna. Suivez-moi, dit-il. Chapitre 8. Un étrange garçon. Rory s'approche du garçon. « Pourquoi devrions-nous te suivre? » demande-t-elle. « Nous ne te connaissons même pas. »« Faites-moi confiance, » répond le garçon, tandis que les voix des voleurs s'approchent dangereusement. « Je suis surpris de voir que vous avez des dragons, mais n'ayez crainte, je connais un endroit sûr pour les cacher. Venez! » « Dépêchons-nous! » crie Anna. Le garçon leur fait signe de le suivre et ils n'ont pas vraiment d'autre choix. Le garçon appuie alors la main contre la pyramide et une grosse pierre au beau milieu du mur s'écarte pour révéler un passage vers l'intérieur. « Une porte secrète, » se dit Johan. « Entrez vite, » chuchote le garçon. « Les dragons d'abord. » Il se recule pour les laisser passer. Elia a du mal à bouger, mais l'ombrique l'aide à avancer en la poussant doucement du museau. Quand Johan passe devant le garçon pour entrer à son tour, il remarque qu'il porte un pendentif autour du cou. Quelque chose de vert et brillant se balance à son extrémité. Une pierre du dragon. Le garçon se glisse derrière Johan et la porte secrète se referme. Il se retrouve dans un tunnel sombre. Au mur, des torches éclairent faiblement les lieux. « Qui es-tu? » demande Johan au garçon en montrant du doigt son pendentif vert. « Es-tu un maître des dragons comme nous? » Anna, Rory et Beau écarquillent les yeux d'étonnement en voyant la pierre. « Je m'appelle Eru, » dit le garçon en souriant. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire par maître des dragons. Cette pierre, c'est mon père qui me l'a donnée. »« Le roi Roland nous appelle maître des dragons, » explique Johan. « C'est la pierre du dragon qui nous a choisis pour entraîner les dragons. » « Je n'ai jamais entendu parler du roi Roland, » dit Eru. « Venez-vous de loin? »« Oui, de très loin, » dit Beau. « C'est vraiment bizarre, » dit Eru en plissant le front. « Et sauriez-vous pourquoi Wati m'a fait venir ici ce soir? » Anna caresse le cou d'Elia. Elle semble aller mieux depuis qu'ils sont entrés dans la pyramide. « Qui est Wati? » demande Johan. « C'est mon dragon, » répond Eru avec un grand sourire. Ils arrivent alors au bout du tunnel et pénètrent dans une immense salle plongée dans le noir. Johan lève la tête. Le plafond est si haut qu'il ne le voit même pas. Tout à coup, quelque chose sort de la pénombre. Un énorme dragon noir vole vers eux. Ses yeux jaunes vifs brillent très fort. « Hi! » Le dragon fonce droit sur eux en poussant un cri perçant. Chapitre 9. Elia et Wati. « Tout le monde à terre! » crie Johan. Les maîtres des dragons se jettent par terre pour se protéger. Mais ce n'est pas à eux que le dragon s'intéresse. Il atterrit plutôt juste à côté d'Elia. Puis il l'enveloppe tendrement de ses deux longues ailes et se met à ronronner de plaisir. « Regardez, on dirait qu'ils se connaissent, » fait remarquer Johan. Wati caresse lentement le dos d'Elia avec une de ses ailes. Elia garde les yeux fermés et la tête basse. Les écailles de Wati sont toutes noires, tandis que celles d'Elia sont blanches. Mais ils ont le même corps souple et gracieux et les mêmes taches jaunes au bout des ailes. « Ils se ressemblent beaucoup, » dit Beau. « Oui, la seule différence, c'est la couleur de leurs écailles, » ajoute Johan. « Foncé pour Wati et clair pour Elia. Foncé et clair. »« Comme la lune et le soleil !» s'écrie Rory. « C'est exactement ce que nous cherchions !» s'exclame Anna d'un air incrédule. « Wati est un dragon de la lune, » leur dit Eru.
tout content. Mon père m'a expliqué que chaque dragon de la lune a quelque part un dragon du soleil jumeau. Wati savait sûrement que sa jumelle, Elia, serait dans la pyramide ce soir. Voilà pourquoi il s'est soudainement envolé. Je suis content de l'avoir suivi. Yoann commence à comprendre. Elia savait probablement que Wati pouvait la guérir, dit Yoann. Elle a sans doute parlé de son jumeau à Lombric, et c'est pour ça qu'il a décidé de nous amener ici. Lombric est-il un dragon de la terre? Demande Eru. Yoann acquiesce d'un signe de tête. Ces dragons ont des pouvoirs incroyables, dit Eru. Ton dragon a vraiment bien fait d'amener Elia jusqu'ici. Rory tape dans la main de Yoann pour le féliciter et Anna serre affectueusement Lombric dans ses bras. Oh, merci, Lombric, dit-elle. Soudain, Beau regarde Elia et Wati avec inquiétude. Regardez! Dressé sur ses pattes arrière, Wati déploie ses longues ailes. Reculez! Vite! Hurle Eru. Les maîtres des dragons s'écartent juste à temps. Wati ouvre la bouche et un jet de couleur sombre en jaillit. On dirait un arc-en-ciel, sauf qu'il est bleu, mauve et noir, se dit Yoann. Comme un ruban qui se déplie, l'arc-en-ciel ondule et grandit dans les airs, puis s'enroule autour d'Elia. Celle-ci bouge légèrement, mais garde les yeux fermés. Anna serre la main de Yoann. L'arc-en-ciel bleuté continue de grandir et brille de plus en plus. Les maîtres des dragons doivent se protéger les yeux pour ne pas être aveuglés. Puis, soudainement, zoom! Une lumière très vive les enveloppe. Chapitre 10. Des voleurs. La lumière finit par s'atténuer. Yoann cligne des yeux. Tout le monde regarde Elia. Elle semble aller beaucoup mieux. Elle a l'air un peu fatiguée, mais ses écailles blanches sont de nouveau lisses et brillantes. Son regard est beaucoup plus vif. « Elia! » s'exclame joyeusement Anna. Elle s'élance vers sa dragonne lorsque... Boum! C'est le bruit d'une porte en bois que l'on fracasse. Puis, des voix fortes résonnent dans le tunnel qui mène à la salle secrète. « Les voleurs arrivent! » crie Anna. « Sauvons-nous! » « Nous allons nous défendre, » marmonne Rory en serrant les poings. Elia et Wati se mettent à rugir en voyant 4 hommes en noir faire irruption dans la salle. Ils ont des arcs et des flèches. Certains tiennent une lance ou un gourdin. En voyant les dragons, les voleurs s'arrêtent net, les yeux écarquillés. Un des hommes crie un ordre à ceux qui le suivent. Ils brandissent alors leurs armes en direction des dragons. « Ils veulent s'emparer de nos dragons, » explique Anna. Sans attendre, Wati se défend en crachant un puissant jet de lumière noire. Elle frappe le premier voleur en plein poitrine et il s'écroule. Yoann sent son cœur battre à tout rompre. Il s'approche de Lombric. Un deuxième voleur avance à son tour. Il tire une flèche vers Elia. « Non! » s'écrie Anna en s'avançant pour intercepter la flèche. Chapitre 11. Par la voie des airs. Horrifié, Yoann voit la flèche se rapprocher dangereusement d'Anna. Il s'élance à son tour vers Anna pour la tirer hors du passage, mais la flèche s'arrête en plein vol à quelques centimètres du visage d'Anna. Yoann tombe par terre dans un bruit sourd. Il se relève rapidement et jette un regard en direction de Lombric. Les yeux verts du dragon brillent intensément. Yoann comprend tout de suite ce qui se passe. Lombric a utilisé les pouvoirs de sa pensée pour arrêter la flèche. La flèche tombe sur le sol. Mais Lombric n'a pas terminé. Il projette les armes des voleurs contre le mur où elles se brisent en 1000 morceaux. Les 4 voleurs sont ensuite soulevés dans les airs. Leurs jambes se balancent dans le vide. Ils crient après Lombric. Yoann se rend compte que la lueur verte dans les yeux de Lombric vacille. Lombric n'arrivera pas à les contenir très longtemps, se dit-il. Il faut sortir d'ici. « Montez sur les dragons! » crie Eru. Eru et Rory montent sur Wati. Anna saute sur le dos d'Elia. Yoann et Beau grimpent sur Lombric. « Wati, occupe-toi du toit de la pyramide! » ordonne Eru. Wati dirige aussitôt un long jet de lumière noire vers le sommet de la salle. Au même instant, un jet de lumière arc-en-ciel jaillit de la bouche d'Elia et rejoint celui de Wati. Le toit de la pyramide s'ouvre devant eux. « C'est le moment de nous envoler, » lance Eru. « Allons-y. »
Wati décolle et Elia s'élance derrière lui. Mais Lombric reste cloué au sol. Ses yeux brillent de moins en moins fort et les voleurs vont bientôt se retrouver libérés de son emprise. Johan comprend que Lombric n'a pas la force d'utiliser ses pouvoirs pour faire plusieurs choses en même temps. Il sait aussi que son dragon ne vole pas, contrairement aux autres, mais il peut les emmener ailleurs en un clin d'œil, à condition d'en avoir la force. « Lombric, sors-nous d'ici! » crie Johan. Lombric relâche alors son emprise sur les voleurs. Ces derniers tombent tous par terre, puis se relèvent rapidement et se ruent vers Johan, Beau et Lombric. Les voleurs sont furieux. Les yeux verts du dragon se remettent alors à briller. « Beau, accroche-toi! » crie Johan. Une seconde plus tard, il se retrouve à l'extérieur de la pyramide. Chapitre 12. La décision d'Anna. Johan et Beau descendent de Lombric. Ils regardent le ciel. Le soleil commence tout juste à se lever. Elia et Wati volent ensemble, côte à côte. « Il ne faut pas rester ici, dit Beau. Les gens du village vont bientôt se lever. Ils ne doivent pas voir nos dragons. »« Oui, dit Johan, et Jérôme doit se demander où nous sommes. » Elia et Wati atterrissent en douceur près d'eux. Anna, Eru et Rory descendent de leur dragon et courent vers Johan et Beau. « Vous avez réussi à vous sauver! » s'exclame Anna. « On se doutait bien que Lombric parviendrait à utiliser son super pouvoir de dragon de la terre pour vous sortir de là rapidement, dit Rory. « Oui, il est vraiment génial, répond Johan en souriant à son dragon. Sur ce, les deux dragons jumeaux reprennent leur envol et planent autour du sommet doré de la pyramide. Elia et Wati ont vraiment l'air heureux ensemble, dit Beau. Anna soupire. Je suis tellement contente qu'Elia se sente mieux. C'est grâce à Wati. Il a réussi à la guérir alors que personne ne savait quoi faire. Je pense sincèrement qu'elle devrait rester ici avec lui, dit-elle tristement. Mais c'est ton dragon, répond Johan. C'est avec toi qu'elle devrait rester. Je n'ai pas un lien aussi fort avec elle que celui que tu as avec Lombric, dit Anna en secouant la tête. Ta pierre brille très fort lorsque vous communiquez. Nous l'avons bien vu cette nuit lorsqu'il t'a appelé. Ma pierre du dragon n'a jamais scintillé. Jérôme a dit que cela t'arriverait un jour. Cela vous arrivera à tous, affirme Johan en regardant Beau et Rory. Je ne le saurai peut-être jamais, répond Anna, les larmes aux yeux. Je pense qu'Elia est plus heureuse sans moi. Tu devrais écouter Johan, dit Eru en posant la main sur l'épaule d'Anna. Moi, j'avais Wati depuis 1 an lorsque ma pierre a brillé pour la première fois. Il faut être patiente. Tu dis que tu n'es pas un maître des dragons, mais tu as ton propre dragon et tu portes une pierre du dragon, dit Johan à Eru. Pourquoi ne serais-tu donc pas un maître des dragons? C'est votre roi qui vous appelle maître des dragons, dit Eru en haussant les épaules. Moi, je ne suis au service d'aucun roi. Tout ce que je sais, c'est que ma famille est au service des dragons depuis des années. Lorsqu'un dragon a besoin de nous, nous l'aidons. Le roi Roland ne veut pas aider les dragons, se dit Johan. Il veut les dresser. D'ailleurs, nous ferions mieux de retourner dans notre royaume, dit Beau. Tout le monde va bientôt se réveiller au château, et si le roi constate que les dragons sont partis... Nous passerons un mauvais quart d'heure. Et Jérôme aussi, dit Johan en frissonnant avant de se tourner vers Anna. Il faut partir. Veux-tu voir si Elia a envie de rentrer avec nous? Ma décision est prise. Elle doit rester avec Wati, répond tristement Anna. Je vais lui faire mes adieux. Laissez-moi l'appeler. Chapitre 13. Un dernier adieu. Attends, s'écrie Johan qui vient de remarquer quelque chose. Suspendue au cou d'Anna, sa pierre du dragon scintille vivement. Johan la montre du doigt. Beau, Rory et Eru se tournent tous pour regarder. « Anna, ta pierre brille! » s'écrie-t-il. Anna baisse les yeux et regarde sa pierre, puis l'expression sur son visage change subitement. « Que se passe-t-il, Anna? » s'inquiète Rory. « On dirait que je peux entendre la voix d'Elia. Dans ma tête? » répond Anna. Tout le monde se tait pour permettre à Anna de bien entendre. Un beau sourire illumine son visage. Elle lève alors les yeux vers le ciel et regarde Elia qui plane au-dessus d'eux. Elia dit qu'elle aimerait bien revenir avec son frère un jour, dit Anna, tout comme j'espère un jour retourner dans ma famille. Mais en attendant, elle préfère rester avec moi au royaume des fougères. « Comme je suis heureux d'entendre cela, »
s'exclame Johan. Oui, vous nous auriez beaucoup manqué tous les deux, ajoute Rory. Le soleil continue de monter dans le ciel. Anna, il faut vraiment partir, dit Beau. Tout le monde, y compris notre roi, va bientôt se lever. Tu as raison. Viens, Elia, dit-elle. Elia et Wati volent une dernière fois autour de la pyramide, puis ils se posent juste à côté de Lombric et des maîtres des dragons. Merci de nous avoir aidés, dit Johan à Eru en souriant. Mais ce n'est rien, dit Eru. J'espère vous revoir un jour. Ce serait génial, dit Johan en se tournant vers les autres. Bon, vous savez tous quoi faire. Tout le monde pose une main sur Lombric comme la dernière fois. Anna serre Wati dans ses bras. Lorsqu'elle revient vers le groupe, des larmes coulent sur ses joues. Elle pose ensuite une main sur Elia et une autre sur Lombric. « Nous sommes prêts, Lombric, » dit Johan. « Ramène-nous à la maison, s'il te plaît. » Tout le corps de Lombric émet de nouveau une lueur verte très brillante. Chapitre 14. De retour. Quelques secondes plus tard, les maîtres des dragons se retrouvent dans la salle d'exercice du château du roi Roland. « Mon Dieu! » dit une voix. Lorsque la lueur verte de Lombric diminue, Johan parvient à distinguer Jérôme debout devant eux avec un autre magicien. Comme Jérôme, il a une longue barbe blanche, mais il est beaucoup plus petit et beaucoup plus corpulent que Jérôme. « Ma parole, elle est guérie! » s'exclame Jérôme en voyant Elia. Lorsque j'ai vu Lombric briller de tout son corps puis disparaître avec vous, je me suis douté qu'il savait où trouver le remède nécessaire. Oui, Lombric nous a conduits jusqu'au jumeau d'Elia, un dragon de la lune qui s'appelle Wati, explique Johan, et Wati l'a guéri. Exactement comme c'est expliqué dans l'intégrale des dragons, ajoute Rory. Magnifique, s'exclame Jérôme en pressant les mains l'une contre l'autre. Lombric, tu ne cesses de nous surprendre. Il semble vraiment spécial, ajoute l'autre magicien en s'approchant de Lombric. Cher maître des dragons, je vous présente Diego, dit Jérôme en faisant un geste vers le nouveau venu. Très heureux de faire votre connaissance, dit Diego. J'ai demandé à Diego de venir m'aider, explique Jérôme. Nous essayons de découvrir quel magicien maléfique peut bien avoir envoyé cette boule de lumière. Je ne connais qu'un magicien assez méchant pour avoir recours à une telle magie noire, dit Diego. C'est Maldred. Mais pourquoi Maldred aurait-il envoyé cette boule rouge ici? Demande Johan d'une voix inquiète. C'est ce qu'il nous reste à découvrir, dit Jérôme. Et nous le ferons ensemble, ajoute Diego en posant une main sur l'épaule de Jérôme. Tout le monde se tait et réfléchit à tout ce qui s'est passé. Soudain, la voix d'un soldat du roi brise le silence. Levez-vous pour accueillir le roi Roland! Diego claque des doigts et disparaît aussitôt dans un nuage de fumée blanche, juste avant que le roi n'entre d'un pas lourd. 2 gardes sont derrière lui. « Avez-vous guéri mon dragon, Jérôme? » demande le roi. Johan se pose plein de questions. Le roi sera-t-il furieux s'il apprend que Lombric les a transportés dans un pays lointain? Pire encore, que se passera-t-il s'il découvre que Lombric a un pouvoir vraiment spécial? Est-ce qu'il pourrait m'enlever mon dragon? Jérôme a préparé une potion et cela a fonctionné, s'empresse de dire Johan. Regardez, dit-il en montrant Elia du doigt. Je ne t'ai pas demandé ton avis, jeune homme, répond le roi brusquement. Mais il change d'attitude en voyant Elia. Tu dis vrai. Bon travail, Jérôme. On dirait bien que je n'aurai pas à vous remplacer, du moins pour l'instant. Puis il tourne les talons et s'en va, les gardes derrière lui. Merci, dit Jérôme en regardant Johan avec un sourire. Allez-vous parler au roi de ce sorcier, le dénommé Maldred? Demande Beau. Une armée ne pourra pas faire grand-chose contre la sorcellerie de Maldred, répond Jérôme. Ce sera à nous de protéger le royaume. Ce n'est pas un vieux sorcier de rien du tout qui fera peur à Vulcain, dit Rory avec un air de défi. Et Vulcain ne sera pas seul s'il faut se battre contre ce sorcier, dit Anna en regardant Elia. Nous serons tous là. Johan regarde fièrement Lombric. Il est vraiment content que son dragon ait pu aider Elia. Oui, dit-il en se retournant vers ses amis. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble.